La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Dimanche 2 juin 2019, bienvenue et bonjour. Merci de votre fidélité à iRadio et à l'Air du Temps. Avec nous, Abdoulaye Diallo, enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Valdiodio Ndiaye, juriste responsable de Sunu Élections, la plateforme de la société civile. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine rythmée par le dialogue national ou le dialogue politique. On en parle beaucoup dans ce pays avec la mise en place d'une commission dirigée par Famara Ibrahim Sagna qui va gérer le dialogue national. Le dialogue politique est confié au général Mamadou Niang. Sauf le PASTEF a refusé de participer à ce dialogue pour le moment. Ousmane Sonko dit qu'il ne croit pas au dialogue mis en place et surtout aux promesses du président Macky Sall. Alors, Abdoulaye Diallo, ce dialogue national ou dialogue politique, les Sénégalais ont l'impression, c'est du déjà vu, a été fait depuis plusieurs années avec les assises nationales. On se demande, est-ce qu'on n'est pas en train de recommencer les mêmes choses? Merci Alassane de cette invitation. Permets-moi d'abord de vous saluer les auditeurs et les internautes de iRadio. Et pour répondre quand même à la première question que vous avez posée, nous devons essayer de regarder la chose sous différents angles. La première de celles-ci est que nous sortons d'une période électorale entre 2016 et 2019 qui n'a pas du tout fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les acteurs politiques. Et au sortir de la dernière présidentielle, qui jusqu'au moment où nous parlons, le président de la République qui a été élu, n'a pas été félicité par ses adversaires. Et si l'on se place du côté du pouvoir et de la majorité, l'on se dit que ça peut être utile d'essayer d'ouvrir un tout petit peu le couvercle de la cocotte pour faire sortir un peu d'air, éviter que les choses n'implosent. Ça, c'est si l'on se place du côté du gouvernement. Ça veut dire que c'est un besoin d'essayer de détendre un peu l'atmosphère. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui, à mon avis, si elle continue, nous allons vers les élections locales et les élections législatives. Et l'on parle déjà de la possibilité de remettre en cause ce calendrier républicain. Ça, c'est si on se place du côté du gouvernement. Maintenant, si on se place du côté de l'opposition, il faut essayer de voir en quoi cette opposition doit venir participer à ce dialogue. Pourquoi? Parce que déjà, la posture de cette opposition est une posture assez hétérogène. Parmi ceux qui ont répondu au lancement du dialogue, on a une partie de l'opposition, pas très représentative, lâchons le mot, mais d'un autre côté également, il y a une opposition, notamment PASTEF, qui disent qu'eux, ils ne mettront pas les pieds au niveau de ce dialogue. Mais pour revenir encore dans cette opposition, il y a aussi le cadre de concertation nationale, le Front de résistance nationale, qui a posé un certain nombre de questions. Le président de la République et ses alliés ont accepté d'intégrer ces revendications. Mais au final, des membres, par exemple, tels que le PASTEF, qui était membre du Front de résistance nationale, se positionnent en disant qu'ils ne vont pas y aller. Hier, on a écouté, je crois, Déthié Fall, qui disait qu'il y a nécessité d'aller dans ce dialogue. Ma conviction, elle est celle qui est partagée par la plupart de tous les observateurs de ce pays, c'est que dialogue national, il y a eu, dialogue politique, il va y avoir. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire en sorte que les équipes qui sont mises en place puissent intégrer dans les consultations, dans le travail qui sera fait, les résultats de ce que les assises nationales ont eu à faire, mais aussi et surtout les résultats aussi de ce que le CNRI a eu à faire. En mon sens, on doit, et je pense quand même, on reviendra tout à l'heure sur les profils de ceux qui ont été choisis pour diriger ce dialogue national et ce dialogue politique, je pense, quelle que soit la posture qui sera celle de ceux qui sont appelés à animer ce dialogue, ils ne pourront pas faire fi
des résultats que les assises nationales et le CNRI ont eu à faire plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que l'opposition et le pouvoir se regardent en chien de faïence, est-ce que ce n'est pas la conséquence de la non-application justement des assises nationales, des résultats de la CNRI qui ont été mis en place et qu'aujourd'hui on semble revenir tourner en rond au fond? Merci beaucoup Alsan et je vous remercie pour cette invitation. Et également, je salue vos auditeurs et probablement vos téléspectateurs et également M. Diallo avec lequel je partage le plateau. Je pense qu'il faut vraiment, à mon sens, réévaluer ce qui a été fait depuis les assises nationales. Parce que cela procède, à mon sens, d'un certain... il faut voir le contexte dans lequel, par exemple, au lendemain des élections législatives de 2007, je précise parce que je pense qu'il faut remonter sur le temps. Après les élections présidentielles de 2007, qui a consacré la réélection du président Wade, il y a eu énormément de problèmes. L'opposition avait même boycotté les élections législatives. C'est par la suite qu'il a été mis sur pied avec l'ensemble des acteurs les assises nationales. À l'époque, il faut se souvenir que le pouvoir en place avait refusé de prendre part aux assises nationales. Donc, il y avait une attitude de défiance de la majorité présidentielle d'alors. Le contexte est différent aujourd'hui parce que aussi, après l'élection présidentielle de 2012 également, qui a consacré l'accession au pouvoir de Macky Sall, il y avait une demande sociale extrêmement forte autour des questions de bonne gouvernance, d'assainissement de nos institutions, de réformes institutionnelles en profondeur. Saisissant la balle au bon, le président Macky Sall, conformément à ses engagements, a mis sur pied la CNRI, qui a aussi donné ses conclusions. Donc il y a des contextes qui sont différents. 2007 à 2012, ça c'est une attitude de défiance et de combat politique. Les assises nationales ont regroupé l'opposition et la société civile, l'opposition d'alors. Après 2012, là, c'est une demande sociale consécutive à l'élection de Macky Sall. Donc, il a acté la CNRI. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que les dispositions qui ont été produites par les assises nationales n'ont pas été appliquées. Par la CNRI, ensuite, le président Macky Sall a dit « je vais prendre juste ce qui m'intéresse dedans, les appliquer ». Et nous savons tous ce que ça a donné comme confusion, comme contradiction. Après, il y a eu le référendum de 2016. Donc voilà un peu, il faut replacer les choses dans leur véritable contexte pour voir un peu la différenciation entre assises nationales, CNRI, et aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on a vécu une élection présidentielle, l'une des élections présidentielles les plus contradictoires, où il n'y a presque pas eu de consensus minimum sur les règles du jeu. Donc le président Macky Sall, s'il a été réélu, est conscient que, par exemple, il y a des dangers. À cela s'ajoute aussi le contexte politique, et le contexte politique sous-régional. C'est important. Au niveau sous-régional, aujourd'hui, le Sénégal, vraiment, est à la croisée des chemins. Il y a les dérives sécuritaires, les risques sécuritaires sont extrêmement élevés. Je pense que nous sommes à Dakar. C'est le moment de rendre hommage aux forces de sécurité de notre pays. Là, on ne sent rien, mais allez à Bamako, allez dans d'autres pays, au Burkina, etc. Vous allez vous rendre compte de cette psychose. Et je pense qu'à ce niveau-là, quand même, c'est important aujourd'hui que les Sénégalais se réunissent autour de l'essentiel pour discuter des enjeux du moment. Maintenant, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu les conclusions des assises nationales, il y a eu des conclusions de la CNRI. Hier, nous avons vu la sortie du professeur Abdoulaye Bathily. Moi, en mon sens, je pense qu'il faut l'analyser vraiment, sa sortie, il faut avoir un recul et l'analyser froidement. À mon sens, ce serait bien de voir ce que le professeur Bathily a dit de manière intellectuelle, prosaïquement. Il a dit que ce n'est pas la peine de perdre du temps, il faut juste appliquer la charte de la bonne gouvernance des assises nationales et les conclusions également de la CNRI. Moi, je vais aller un peu plus loin que lui pour dire qu'il a posé un débat de fond, c'est-à-dire on peut explorer évidemment toutes les conclusions
issu de ces assises et également de la CNRI, mais aujourd'hui, il y a une nécessité d'approfondir cette question-là, c'est-à-dire une nécessité de mise à jour, comme on le disait tout à l'heure, sur le plan, et ajouter également avec les nouvelles donnes, notamment la question des ressources minérales, qui est venue s'ajouter vraiment aux enjeux qui interpellent le Sénégal. Moi, je pense que donc, il y a une nécessité, il y a une bonne base, une bonne moisson aujourd'hui qui est là. Il y a des documents qui ont été produits sur les assises nationales, sur la CNRI, également la commission de la réforme foncière. Même si vous voyez bien avec l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel, Yankoba Ndiaye, ils ont fait un travail substantiel sur les questions de justice. À l'époque, la société civile, l'État, je pense que c'était dans les années 2015, si mes souvenirs sont exacts, on avait travaillé énormément sur le projet du code des partis politiques, qui allait même jusqu'au financement des partis politiques. Je pense que donc il y a une base. Donc moi je pense que c'est important aujourd'hui d'y aller, de dialoguer, mais en faisant une nette dissociation. Je suis d'accord, tout à l'heure, Diallo disait que l'opposition significative. Moi je pense que aussi, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, il y a deux composantes de l'opposition qui ont refusé de prendre part au dialogue, notamment le Parti démocratique sénégalais et le PASTEF. Mais n'oublions pas que le Rewmi de Idrissa Seck, avec toutes ses coalitions, qui est sorti deuxième de l'élection présidentielle, est présente au dialogue. Donc ça, on ne peut pas leur dénier que c'est l'opposition significative et sur place. Donc je pense qu'il faut tenir en compte cet aspect-là. Mais est-ce qu'on n'a pas frappé quelque part dans ce pays sur cette capacité de réflexion des Sénégalais sur des questions essentielles et quelque part, excusez-moi le terme, cette incapacité de faire de l'action, d'appliquer des conclusions de réflexions qui ont été faites? Mais ce qu'il faut noter, c'est que, comme l'a dit Waldiodio tout à l'heure, c'est que les contextes sont différents. En 2007, il y a eu cette opposition qui s'est réunie avec le refus de la majorité de l'époque. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que ce sont ceux qui gouvernent aujourd'hui qui étaient l'opposition de 2007. Ça, c'est l'une des premières. Qui ont fait les assises. Qui ont fait en partie les assises. Et le candidat Macky Sall de 2012 avait signé la charte de bonne gouvernance, même si c'était avec des réserves. Il est venu mettre en place cette commission du CNRI et les résultats avec tout le travail que le professeur Amadou Mahtar Mbow et son équipe ont eu à donner. Maintenant, le besoin d'appliquer ces réformes avec une mise à jour, en tenant compte de tout ce que M. Ndiaye a dit tout à l'heure, devient quelque chose de fondamental. Maintenant, est-ce que nous sommes dans un pays qui est en crise? Ma conviction est que non. Nos institutions marchent bon an, mal an. Le Conseil des ministres se réunit. Je veux dire, il n'y a pas une crise qui peut, en mon sens, justifier que l'on puisse passer tout le temps, je veux dire, à discuter. On peut s'entendre sur l'essentiel. Et ce qui doit être, à mon avis, de mise, c'est que le président de la République a sa majorité, qu'il gouverne. L'opposition est de l'autre côté, qu'elle s'oppose. Et maintenant, quand il y a des questions d'enjeu national, que le président de la République puisse les appeler un à un ou bien les appeler autour d'une table pour se concerter avec eux. Ça, je parle d'une part de la classe politique, mais aussi des forces vives de la nation. Maintenant, je pense qu'avec les résultats des assises, avec les résultats du CNRI, et surtout avec ce que les personnes qui ont été désignées d'abord pour diriger le dialogue national et l'équipe qui a été mise en place pour diriger le dialogue politique, en mon sens, ce sont des gens qui peuvent être pragmatiques. Je connais personnellement et très bien 3 d'entre eux, de ceux qui sont désignés pour diriger le dialogue national. Le général Mamadou Niang, le professeur Babacar Kanté, qui tous les deux, et le doyen Magid Ndiaye, qui étaient tous les deux ceux qui ont œuvré pour au niveau de l'ONEL pour l'avènement de la première alternance dans ce pays. Et ce qu'il faut noter, c'est que quand le général Mamadou Niang est arrivé, ça c'est un secret que je vais déflorer, quand il est arrivé, ministre de l'Intérieur, voilà un monsieur qui a refusé de s'installer sur un siège. Il s'est fait construire un pupitre. Il restait debout dans son bureau, tout dossier qui entrait,
devait être traité avant de sortir. Ça veut dire que le monsieur qui venait avec son dossier, il restait là, le dossier allait être traité, il fait ses observations. Ça veut dire que si on a des gens de cette trempe, je pense, avec tout le background qu'on a, il y a quand même espoir que les choses peuvent accoucher de quelque chose. Ce d'autant que si on écoute bien le discours qu'il a eu à faire, il est conscient des enjeux. Et là, en mon sens aussi, le président de la République a été très bien inspiré de nommer, en tout cas de désigner 2 anciens ministres de l'Intérieur, ce qui n'est pas quelque chose de négligeable dans le contexte actuel dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où la sous-région est à la limite déstabilisée. Le Sénégal constitue une sorte de tâche qui essaie de tenir la tête hors de l'eau. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, comme il l'a fait lui-même, de rendre hommage à ceux qui ont tenu à flot ce pays entre 1960 et aujourd'hui. On peut leur reprocher beaucoup de choses sur la gouvernance, sur la manière de faire, mais il y a eu quand même cet effort de tenir les choses. Maintenant, il est de la responsabilité de la nouvelle génération, que ce soit cette élite que je mets entre guillemets politique, mais aussi et surtout les autres composantes de la société sénégalaise. Qu'on se dise que, après 60 ans d'indépendance, les réflexions sont là, il est temps d'agir. Cette action, on va continuer à la reporter jusqu'à quand? C'est toute la question qui, à mon sens, mériterait d'être posée. Et en cela, ma conviction, elle est que, en dehors du dialogue politique, qui, à mon sens, devrait quand même occuper la plus petite portion congrue. On a l'overdose de politique dans ce pays. Il n'y en a que pour les politiques. Vous comprenez? Alors que les grandes questions nationales sont là. C'est-à-dire la question de l'éducation, la question de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on va faire, Alassane, de toute cette jeunesse sénégalaise qui est là, au lieu de se retrouver dans des usines à travailler, au lieu de se retrouver dans les champs à cultiver? Ils sont là, sur les grandes artères, à vendre des pacotilles. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer un pays. Et en mon sens, la discussion, elle est là, elle peut nous permettre de jeter les bases de ce jalon. Ce constat qui a été fait sur la jeunesse, et c'est là quand même, je pense que le gouvernement devra donner beaucoup plus de place, je veux dire, à cette jeunesse. Et je mets ensemble jeunesse, c'est-à-dire les enfants de la rue. Je mets ensemble ces jeunes étudiants qui, tous les 5, entre le 7 et le 12 de chaque mois, il est impossible de passer dans les artères, soit de l'avenue Cheikh Anta Diop, ou bien il est impossible de traverser devant l'université de Sanar. L'université de Bambey et l'université de Ziguinchor s'y ont mis également. Je mets ensemble toute cette jeunesse. Je mets ensemble aussi ces élèves qui, je veux dire, la question de l'éducation est une question qui doit occuper le dialogue national. Aujourd'hui, Alassane, la question qui doit être centrale dans le dialogue national, c'est quel type de Sénégalais nous voulons pour le Sénégal de 2100, par exemple. C'est-à-dire les perspectives doivent être de longue durée. Le gouvernement actuel s'est arrêté en 2035, c'est louable déjà, mais quand même, c'est assez rapproché. En 2100, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, en parlant de l'éducation de l'école sénégalaise, la question que je me pose est que, avons-nous une véritable école sénégalaise? Je pense que nous avons un système d'enseignement dans lequel se côtoie l'école française. Nous avons un système dans lequel se côtoie le programme, les écoles privées islamiques. Vous comprenez? Et nous avons un système de l'enseignement public. Et aujourd'hui, la question qui est terrifiante, c'est laquelle? C'est que cette école publique qui nous a formés tous jusqu'aux années 2000, jusqu'à la fin des années 90-2000, mais aujourd'hui, aucun de nous n'a ses enfants dans cette école publique, y compris les autorités gouvernementales. Ça, à mon avis, voilà des grandes questions qui devraient nous occuper pour qu'on essaye de voir comment on doit régler ce problème. Mais ne pas constituer à dire qu'on n'a pas de consensus sur le plan électoral. Mais je veux dire, le calendrier républicain doit être un calendrier qui doit être fixe. Et qu'on s'entende sur le minimum. Aujourd'hui, le Sénégal, qui est un pays qui vote depuis le 19e siècle, ma conviction, elle est que nous aurions dû dépasser ce stade depuis fort longtemps. Oui, mais justement, ces questions majeures ont été prises en compte par les réflexions qui ont été faites au Sénégal. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est que
fait-on de ces questions? Est-ce qu'il y a une capacité de les appliquer? Est-ce qu'aujourd'hui, le président qui est réélu, qui dit qu'il n'a pas d'enjeu pour un troisième mandat, et a les moyens et les capacités d'appliquer ces décisions qui ont été prises? Est-ce que ces commissions peuvent travailler, puisque c'est en mode fast-track, très rapidement, au lieu d'être là, de faire 3 mois, 4 mois de commission, rendre leurs conclusions très rapidement, parce que la substance, moi, elle est là. Absolument. Moi, je pense qu'Alassane, je l'avais dit sur ce plateau ici, pour dire que Macky Sall a une chance inouïe. Pour la première fois, nous avons un président qui serait pas candidat à sa réélection, qui n'est pas candidat à sa réélection, pour la première fois au Sénégal. Ça, c'est un acquis, c'est un avantage substantiel. Donc, il n'a plus de chaîne. Il n'a plus à se faire prendre en otage par des groupements, etc., pour sa réélection, ou bien des groupes de pression. Et il a la chance d'entrer dans l'histoire. C'est vrai, il y a quelques tâches aujourd'hui, par exemple sur l'histoire de Khalifa Sall et d'autres questions. Je pense qu'il peut les régler assez rapidement parce qu'il a les leviers pour le faire. Ça, c'est un deuxième élément. Au Sénégal, vous savez, j'ai un ami burkinabé qui avait l'habitude de chahuter en disant que, d'ailleurs, eux, au Burkina, quand ils ont des problèmes, ils viennent au Sénégal. Ils n'ont même pas besoin de faire un stage. Ils viennent juste dans un institut X ou Y. Ils viennent prendre les conclusions et retournent au Burkina et appliquent. Et ça marche. Parce qu'au Sénégal, on a fait toutes les études imaginables, possibles, et je ne sais pas. On ne fait que ça, d'ailleurs. Tout le temps, vous allez voir M. Diallo, il y aura toujours des Sénégalais qui sont en train de faire des études sur X ou Y domaine. Pour vous dire, aujourd'hui, par exemple, l'existant est réglé. L'existant est réglé, et je l'ai dit tout à l'heure. La seule chose à ajouter, c'est des questions de mise à jour, fondamentalement. Et également, ces questions, comment régler, parce que déjà, il y a le code pétrolier, tout ça qui a été réglé. Donc, il faut un consensus fort autour de ces questions-là. Et aussi faire une nette dissociation entre dialogue politique et dialogue national. Parce que je pense que quand même, ce qui a été confié à M. Famara Ibrahim Sagna va au-delà des contingences politiques. C'est-à-dire, ça doit embrasser et les questions de sécurité, des ressources minérales, de l'éducation, avec une insistance particulière sur l'éducation. Parce que tout à l'heure, on taquinait en disant qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal réel, c'est l'éducation. Qu'est-ce qui a été fait? Alassane, vous le rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on a évalué toute cette génération-là qui a été formée par ce que nous appelons communément un peu les vacataires, etc. Aujourd'hui, cette génération-là qui ont été formée par les vacataires, c'est cette génération qui ont pratiquement leur Master 2, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut les insérer de manière stratégique dans le circuit économique? Ils vont donner des résultats probants. Ça, c'est des questionnements qu'on doit se poser. Deuxième élément, on doit aussi pouvoir prendre tout l'existant. C'est-à-dire, je disais de dissociation. Le président Macky Sall, dans ses propositions, a dit qu'il faut 5 pour, par exemple, l'opposition, le parti au pouvoir, la majorité présidentielle, la société civile, etc. Je pense que la Constitution, elle est bonne pour le dialogue national. Avec, évidemment, M. Famara Ibrahim Sagna est certainement qui va constituer son équipe autour de lui. Mais ce qui est important, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir aller très vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a un existant qui est substantiel. Je le rappelais tout à l'heure à l'entame de mon propos en disant que tout a été fait au niveau institutionnel. Il suffit juste de les déflorer, de les mettre à jour. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau de la justice, il y a même l'Union des magistrats du Sénégal a fait un mémorandum extrêmement pertinent qui va de manière très révolutionnaire sur des avancées pour la réforme du secteur de la justice. Vous prenez la commission avec le professeur Souran, ils ont fait des avancées substantielles sur la réforme foncière. Il faudrait travailler là-dessus. Donc, vous savez, nous avons suffisamment de background au niveau du dialogue national pour pouvoir avancer au bout de 2-3 mois et avoir des consensus forts sur des orientations fortes pour le pays. Maintenant, les questions sécuritaires, nous avons vraiment des experts en matière de sécurité de très haut niveau. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait acter un peu
en dehors un peu des questions de communication, etc. Parce que ça relève un peu de la sécurité du pays. Donc je pense que pour le dialogue national, on doit pouvoir aller très vite. Maintenant, pour le dialogue politique, je pense que ça a été intelligent de les dissocier. Parce que pour le dialogue politique, je pense qu'ils vont essayer de faire l'évaluation du processus électoral. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est évident qu'avec cette affaire de parrainage, il est quasi inopérant aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'appliquer le parrainage tel que ça a été écrit pour les locales. Pour les locales. C'est impossible. Parce que nous avons 500 et poussières communes. Comment mettre partout des commissions, évaluer, etc. Donc, il faudrait que les acteurs, à défaut de supprimer cette loi-là, de discuter et de trouver, par exemple, des approches vraiment nouvelles et assez avancées, révolutionnaires, pour pouvoir avancer sur cette question-là. Et également, j'entends souvent dire qu'avec les discussions qui vont se faire au niveau des questions politiques, il risque d'avoir un recul du calendrier républicain. Je suis désolé de le dire. Moi, je travaille énormément sur les questions électorales en Afrique, en général. Je travaille avec toutes les institutions régionales et sous-régionales. Je puis vous assurer que nous avons l'une des administrations électorales les plus performantes en Afrique. Et je le dis, je ne l'invente pas, c'est un vécu. Vous les prenez, ces gens-là, vous leur dites, j'ai besoin de faire des élections dans un mois, ils le feront. S'ils ont la volonté de le faire. Je pense qu'on a au Sénégal une question de volonté politique. Donc on peut maintenir le calendrier électoral. Je connais les élections. Je sais que le 1er décembre, là, on peut bel et bien faire les élections locales, si on veut. Si on veut, s'il y a une volonté politique de tous les acteurs, à mon sens. Parce que déjà, la société civile, même actuellement, nous avons anticipé, nous avons travaillé énormément sur beaucoup de propositions allant dans le sens d'améliorer le parrainage à défaut de le supprimer. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons proposé, déjà, nous avons commencé à déflorer, parce que quand nous avons terminé l'élection présidentielle, nous avons commencé à travailler, nous avons identifié tous les goulots d'étranglement. Et nous avons, depuis lors, consulté des équipes avec nos experts qui ont travaillé de manière substantielle. Mais sur le parrainage, sur quoi exactement vous avez demandé qu'il y ait des changements sur le parrainage pour les locales? Pour être précis, c'est-à-dire c'est sur les barèmes, les taux, c'est-à-dire de 1 à 1,5%. Il y a des communes, par exemple, qui sont de 2000 habitants. Prenez 1 à 1,5. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tous les sous-préfectures du pays sont suffisamment outillés pour consulter des commissions de réception de parrainage? Avec toutes les listes qui risquent d'avoir. C'est-à-dire, vous prenez au Sénégal, vous savez, Alsan, vous nous mettez tous les trois dans un bureau, on est tous candidats à quelque chose. Donc, vous allez voir l'inflation de candidatures pour les élections locales, ce que ça va donner si, par exemple, on se retrouve avec 14-15 listes par commune. Est-ce que les commissions qui seront mises en place, qui sont généralement présidées selon la loi par les sous-préfets ou les préfets, et avec la présence de la Sénat et des représentants des partis politiques, ont les moyens d'être opérants et également auront la capacité, telle que nous l'avons fait lors des présidentielles, d'avoir un logiciel de traitement de ces questions-là. Donc ça, c'est des questions en profondeur. Donc nous avons essayé de travailler sur ces questions-là. C'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé à l'époque. La proposition que nous avons faite, évidemment, il y a certains qui nous ont accusés par la suite d'avoir acté le parrainage. Ils n'ont rien compris. Je le dis avec fermeté à ce niveau-là. Mais en fait, c'était pour faciliter. Parce que si nous avons été suivis sur nos propositions à l'époque, il n'y aura même pas eu ce débat-là sur le parrainage. Ça aurait été plus flexible, plus facile pour les acteurs politiques. Malheureusement, ils n'avaient pas compris les enjeux d'alors. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait vraiment réformer les questions. Il y a également, évidemment, la redéfinition de la carte électorale. Parce qu'il est aussi temps, nous devons aller aux élections locales. Nous savons tous que si on devait respecter de manière scrupuleuse la date du 1er décembre, il fallait dès le 15 avril
commencer les révisions. Elles ne sont pas faites. Elles ne sont pas faites à ce jour. Nous sommes presque au mois. Le délai est pratiquement Bon, fini. en fait, on est en train de jouer avec le chronogramme qui va pousser au finish que les choses soient repoussées. Mais est-ce qu'au fond, Diallo, le pouvoir de l'opposition n'ont pas intérêt à repousser les élections quelque part? Parce que certains estiment peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Oui, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que ce que vient de dire Waldiodio montre à dessein que là, nous projetons dans la situation où il y aura une obligation de reporter les élections. Maintenant, la décision n'étant pas été prise, on va laisser le débat se tenir pour savoir ce que ça va donner. Je voudrais juste revenir dire une chose sur le dialogue politique. En tout cas, ce ne sera peut-être pas pour les prochaines locales, mais il faut qu'on arrive dans le cadre des réformes qui seront proposées à ce qu'on puisse arriver quand même au suffrage direct. Qu'au niveau de que les élections législatives, c'est-à-dire que la proportionnelle soit supprimée. Au nom de quoi aujourd'hui, je veux dire, les populations de Matam devraient élire quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi. Ou bien, ça aussi au niveau des locales. Je pense que les termes de référence ont même proposé ça. En tout cas, je pense quand même que le débat doit aller dans ce sens. Le pays comme le nôtre, qui vote depuis le 19e siècle, comme je l'ai dit, doit pouvoir quand même choisir ses propres députés. C'est-à-dire, si nous assistons quand même à cette situation au niveau de l'Assemblée nationale, c'est parce que les députés, ils se disent que, écoutez, je n'ai pas de compte à rendre au peuple. J'ai été choisi sur une liste de la proportionnelle. Ça, c'est l'une des premières des choses. Maintenant, pour revenir au dialogue national, on a évoqué régulièrement les questions sécuritaires. Mais les questions sécuritaires, Alassane, ne se limitent pas uniquement à ce que nous pensons, je veux dire, c'est-à-dire l'assurance du maintien de l'ordre. C'est-à-dire le maintien de l'ordre fait partie de cette sécurité. Mais actuellement, au moment où nous parlons, les enjeux sécuritaires sont autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour assurer la sécurité informatique? C'est-à-dire, si nous voyons le niveau avec lequel les choses sont en train de se dématérialiser dans ce pays, c'est-à-dire quand on est conscient des dangers que peuvent apporter, parce que les terroristes actuels, quels qu'ils soient, je veux dire, aujourd'hui, s'ils ont envie, c'est-à-dire de mettre un pays en bas, ils vont s'attaquer aux installations stratégiques. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit nos infrastructures de la SDE, de la Sénélec, vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous protéger pour faire en sorte que toutes ces institutions qui assurent, je veux dire, le cours du fonctionnement de notre pays soient protégées? Et à mon sens, voilà les véritables enjeux. Et en cela, ça implique toutes les réformes sur le plan de l'enseignement qui devraient être intégrées, tenues en compte. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de cette situation. Et pour revenir un peu toujours sur les questions qui devront préoccuper ce dialogue national, la question de la santé, Alassane. Oui. La question de la santé, aujourd'hui, c'est quand même terrifiant que dans un pays comme le nôtre, avec tous les professeurs capables que nous avons, qui forment la plupart des médecins de toute la sous-région. Aujourd'hui, vous allez, un professeur d'université de médecine se retrouve au Maroc. Je veux dire, ce sont ces anciens étudiants qui vont l'accueillir et le mettre dans toutes les conditions. Mais aujourd'hui, on est toujours à être obligé d'évacuer certaines personnes pour pouvoir régler au Maroc, en Tunisie ou en France. Vous comprenez? Ça, ce sont des véritables enjeux. C'est d'autant que les ressources humaines sont là. Il faut que nous allions dans le sens de mettre un peu en avant et surtout de voir comment est-ce que nous pourrons, sans m'arroger le droit de donner des conseils à quiconque, essayons de voir comment est-ce qu'on peut prendre sur nous-mêmes pour porter les réformes et les revendications dont notre pays a besoin. Parce que si l'on continue sur cette lancée, je veux dire, je ne dis pas qu'on va toucher le fond, mais on n'en est pas loin. Pourquoi? Parce que, à voir comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui, on a l'impression que notre pays
est une sorte de vaudeville où chacun joue un rôle qu'il s'est arrogé lui-même sans tenir compte des autres. Et cette situation, on va continuer à la subir jusqu'à quand? Regardez ce qui se passe dans la circulation. Le code de la route, il est là. Regardez ce qui se passe dans la circulation avec des voitures, les transports en commun, les camions. On va continuer à compter les morts jusqu'à quand? C'est-à-dire, jusqu'au moment où nous parlons, je pense qu'on est aux alentours de 600 et quelques morts, alors qu'on est qu'au seul premier semestre de l'année. Alors que dans un pays dans un pays qui fait plus de 80 millions d'habitants, je veux dire, ils n'ont pas encore franchi le seuil des 100 morts pendant toute une année. Voilà les véritables questions qui devront préoccuper ce dialogue national. Et si tout un chacun de nous y met du sien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est ma conviction. L'autre débat, point de notre débat, c'est la zone de libre-échange africaine qui a été mise en place, qui est en vigueur, avec un PIB potentiel cumulé de 2500 milliards de dollars, près de 2 milliards d'individus d'ici 2050. Le Nigeria, l'Éthiopie, l'Érythrée et le Bénin hésitent un peu par rapport à cela. Les gens se demandent aujourd'hui, est-ce que ce marché qui sera mis en place dans la zone africaine est une aubaine pour l'Afrique ou bien c'est un marché qui peut créer des contraintes? Merci. Non, moi je pense qu'Alsan, ça c'est vraiment un enjeu important. Hein. Et pour moi, c'est une aubaine pour l'Afrique. C'est une aubaine pour l'Afrique. Je pense qu'il est important un peu de revisiter l'histoire à ce niveau-là. Nous avons vu à l'époque les pas substantiels qui ont été posés par Kadhafi, hein, il faut le dire. Et des fois même, on se pose la question comment il a été liquidé. Parce qu'avec le FMA qu'il avait essayé le Fonds monétaire africain. Voilà, j'ai fait abstraction, par exemple, de toutes les considérations politiques, comment il a été perçu, etc. Mais pourquoi on l'a liquidé? Ça pose... c'est une question qu'il faudrait se poser. Moi, je pense que cette zone-là, c'est une aubaine. Et quelqu'un qui croit au panafricanisme doit pouvoir travailler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si l'Europe, l'Amérique, qui est un vaste marché, parce que justement, il ne faut jamais oublier que l'Amérique, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est plusieurs États qui se sont mis ensemble. 52 États se sont mis ensemble, presque. Alors qu'en Afrique, nous sommes 54 États. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons une capacité de se positionner de manière substantielle pour l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, j'entends souvent les jeunes, par exemple, qui se battent pour aller à l'extérieur. Et pourtant, quelque part en Afrique, vous vous rendrez compte que vous allez au Portugal, par exemple. Énormément, c'est le sens inverse qui a été créé entre le Portugal et l'Angola aujourd'hui. Pratiquement, il y a beaucoup de Portugais qui partent en Angola pour faire de l'immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une émulation au niveau de l'Angola, il y a eu des intérêts particuliers. Le pays s'est développé et a créé même, par exemple, une émulation au niveau des Portugais qui les pousse à aller là-bas pour essayer de s'en sortir. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins et nous l'avons toujours dit, je pense que même les pères fondateurs l'ont toujours dit, notre voie de salut, c'est au niveau de l'union. Et évidemment, il y a tout ce débat-là qui est posé un peu sur les réserves du Nigeria et de l'Éthiopie, parce que nous savons que quasiment c'est les pays les plus peuplés, le Nigeria et l'Éthiopie, avec donc un marché énorme à enjeu, mais je pense qu'on devrait pouvoir leur donner des garanties pour aller dans ce sens-là et approfondir cette question-là. Oui, mais la question qu'ils ont posée le Nigeria, c'est qu'aujourd'hui, ils sont envahis par des produits manufacturés qui viennent d'Europe, alors que l'Afrique ne transforme pas ces produits, les exporte. Écoutez, cette zone de libre-échange communautaire africaine peut être une aubaine pour le continent, mais à condition que les charrues ne soient pas mises avant les bœufs. Comme d'habitude. Et là, on est dans la situation où le 22e pays a ratifié les textes, ce qui fait que au prochain sommet de Niger qui aura lieu en juillet, je veux dire, la ZLECA va entrer en vigueur. Mais est-ce que dans les conditions actuelles où nous sommes, est-ce que nous avons les infrastructures sur le plan des transports routiers, sur le plan des transports maritimes,
sur le plan des transports aériens, qui pourront faire en sorte que l'on puisse circuler d'un pays à un autre dans le continent. Ça, c'est la première question. L'autre question également, pour pouvoir commercer, il faut avoir de quoi commercer, Alassane. Vous êtes d'accord avec moi? Sûr. Aujourd'hui, si nous prenons des cas comme l'Afrique occidentale, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est-à-dire nous sommes toujours dépendantes de cette économie héritée de la colonisation. Prenons le cas du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Si aujourd'hui cette ZLECA devait avoir lieu, qu'est-ce que le Sénégal pourrait vendre aux autres pays? C'est toutes les questions qui se posent en mon sens. Ça, c'est l'une des premières choses. Mais prenons juste le cas. Nous sommes à Dakar aujourd'hui. Nous avons nos petits producteurs dans le Dagana qui produisent des tomates. Et les tomates sont en train de pourrir simplement parce que c'est-à-dire les infrastructures routières qui leur permettent de faire quitter les tomates là de Dagana à Dakar ne sont pas là. Nous prenons toute la zone des Niayes également. Nous sommes dans cette situation. La ZLECA peut être une aubaine à condition que le travail de préparation soit fait. Pourquoi? Parce que ce qui est dit, et les négociations sont en cours jusqu'au mois de juillet, c'est que si on lève aujourd'hui toutes les barrières douanières, c'est-à-dire un pays, encore une fois, comme le nôtre, comme le Sénégal, qui tire je ne sais pas combien de pourcents de son budget des recettes douanières. C'est-à-dire si le Sénégal doit renoncer à toutes ces recettes douanières, qu'est-ce qui va compenser cela? Je pose la question ce d'autant que l'Union africaine, qui est censée piloter ce travail, tire son budget de la coopération. Ça veut dire que les États africains ne sont pas encore capables de financer le fonctionnement de l'Union européenne. De l'Union africaine. Et puis, il faut que nous regardions un peu ce qui s'est passé au niveau des autres zones de libre-échange. La ZLECA, elle va faire un marché de 1,2 milliard. Je veux dire, ils tireront profit qui? Les grandes puissances, le Nigeria qui est en réserve. Pourquoi? Parce que l'Afreximbank a sorti un rapport en 2018. Dans ce rapport, toutes les possibilités ont été étudiées pour montrer en fait qui seront les perdants et qui seront les gagnants. C'est-à-dire si aujourd'hui, toutes les barrières douanières, toutes les barrières tarifaires et toutes les barrières non tarifaires sont levées, je veux dire, nous aurons un PIB, c'est-à-dire un gain en mieux-être, qui tournera aux alentours de 16 milliards de dollars par an, c'est-à-dire pour tout le continent africain. Et le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, c'est-à-dire toutes les grandes puissances, l'Afrique du Sud, sont ceux qui vont tirer les marrons du feu. Et il faut corréler cette situation avec les APE. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certains pays de l'Afrique ont déjà signé avec les APE. Le Nigeria a beau vouloir refuser de signer la ZLECA et les accords des APE. Si les autres pays de la sous-région ont signé, je veux dire, ils seront obligés, c'est-à-dire la tech qui a déjà été mise en place va être obligée de sauter. Pourquoi? Parce que pour continuer à protéger son économie, c'est-à-dire le Nigeria va continuer à refuser à mettre des tarifs douaniers sur les produits qui vont quitter les autres pays, notamment l'Europe, essayer de transiter par les pays voisins pour se retrouver au Nigeria. Ça veut dire que nous sommes encore dans une situation assez complexe et je ne suis absolument pas du tout pessimiste, mais ma conviction est qu'il faut que les choses soient mises en place de la manière la plus correcte possible. Déjà que les chefs d'État puissent être capables de financer eux-mêmes le fonctionnement de l'Union africaine. Et déjà, les États qui vont perdre, je veux dire, au niveau de leurs recettes douanières. Une sorte de péréquation. C'est-à-dire, il faut qu'ils puissent... compenser. Qu'ils puissent être compensés. Et ce qui est extraordinaire également, je parlais du rapport d'Afreximbank de 2018. Toutes les études, quelles que soient les combinaisons qui seront mises en place dans le cadre de la ZLECA, un pays comme la Guinée, un pays comme le Mozambique, seront des perdants. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est dans une situation où on essaye de mettre dans un marché commun des économies différentes. Et surtout des économies qui, pour la plupart, sont des économies extraverties. Justement, c'est sur cette question que je voulais revenir. Oui. Et ces économies sont extraverties, où le calcul a été fait que chaque année, les multinationales, pratiquement, font fuir
en termes de fuite de capitaux, plus de 60 000 milliards de dollars aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut, avec ces multinationales-là, mettre en place un marché commun et combattre ces flux? Absolument, absolument. Je pense que si on le fait dans un cadre organisé, il a dit tout à l'heure, je pense qu'en amont, il faut vraiment que ça ne soit pas fait dans la précipitation, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne projection, une bonne préparation. Nous avons les experts qu'il faut pour faire le travail en amont. Je pense que rien ne presse de vouloir aller trop vite. Deuxièmement aussi, il y a le niveau intermédiaire qu'il faudrait régler, c'est-à-dire que par exemple les articulations, tant au niveau des infrastructures routières, il l'a dit tout à l'heure, pour dire, il se pose la question, est-ce que nous avons cette capacité même de déplacement de pays en pays? Je dirais que par exemple, le Sénégal a été en un certain moment le seul pays quasiment isolé au niveau de la sous-région. Parce que par exemple, si vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité rapidement d'aller jusqu'au Nigeria sans grand problème. Mais je pense qu'il faudrait booster ces questions, par exemple, de connexion interne. Maintenant, vous essayez de glisser, par exemple, jusqu'en Afrique centrale, le problème commence réellement à se poser à ce niveau-là, notamment avec la Centrafrique, qui n'a presque pas d'infrastructure croisée en termes d'accès. Mais je pense qu'en amont, s'il y a une bonne proposition, par exemple, on peut travailler sur les questions en profondeur. Maintenant, les multinationales, les pays africains doivent avoir cette capacité de pouvoir réévaluer ce qui est lié aux multinationales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de réévaluer les contrats qui nous lient aux multinationales? Parce que nous avons tellement de contrats léonins là-dessus. Prenez par exemple ce qui se passe au Gabon, dans d'autres pays africains, sur le pétrole. Vous serez ahuri de voir, par exemple, les pourcentages que tirent les multinationales. Aujourd'hui, par exemple, nous l'avons dénoncé tout le temps, par exemple, avec l'autoroute à péage, tel que c'est exploité par Eiffage. Ça, je pense qu'il faudrait vraiment que l'État sénégalais prenne ses responsabilités et essaie de les réévaluer dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt des populations. Donc voilà un peu des aspects. Maintenant, on a parlé évidemment tout à l'heure du fonctionnement même de l'Union africaine, qui tire quasiment tous ses moyens pour son autonomie, quasiment du financement des Européens. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a eu des propositions pertinentes qui ont été faites par le président Paul Kagame. Mais taxer les importations. Les importations. Mais ça pose problème en termes pour les acter. D'autres présidents, par exemple, ont fait des propositions en taxant, par exemple, les billets d'avion des différents passagers, etc. Je pense qu'il faudrait peut-être aller dans ce sens-là parce qu'il y a eu énormément de résistance un peu dans le sens de taxer, par exemple, les exportations et autres. Donc je pense que sous ce rapport-là, à mon sens, il est important aujourd'hui, par exemple, d'essayer d'explorer ces orientations-là. Mais est-ce que les États africains sont assez libres pour poser ce débat-là, compte tenu aujourd'hui des questions de bonne gouvernance que ça pose dans nos pays, compte tenu aujourd'hui peut-être de certaines connexions entre les chefs d'État eux-mêmes et l'extérieur? En tout cas, ils devraient pouvoir, parce qu'ils ont été élus par le peuple africain pour cela. Mais pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il a parlé des contrats léoniens. Mais ne nous arrêtons pas seulement aux contrats léoniens. Aujourd'hui, qu'est-ce que le continent africain est en train de penser que va devenir les 4 milliards qui vont être la population africaine d'ici 2100? Les projections, c'est de 4 milliards. Aujourd'hui, toutes les puissances au monde ont compris cela, de sorte que l'Afrique est devenue le centre du monde. Et aujourd'hui, l'Afrique est devenue le centre du monde où tout le monde cherche à s'installer. On a eu le cas de la France. Le Sénat français a fait son fameux rapport que tout le monde connaît. L'Afrique, notre avenir. Si l'Afrique est l'avenir de la France. Mais je veux dire, nous, Africains, aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de penser à cette situation? Ça, prenons le cas, par exemple, de tous les contrats qui sont en train d'être passés, que ce soit avec la France, que ce soit avec la Chine, ou que ce soit avec l'Inde ou la Turquie. Est-ce que dans le cadre des contrats que nous signons avec ces puissances, qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de les obliger à faire les transferts de technologie? On a dépensé combien de milliards pour la construction du TER? Aujourd'hui, normalement, le Sénégal aurait dû
Je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas, je n'ai pas lu le contrat, mais il faut que nous allions dans le sens de pouvoir faire en sorte de nous passer, c'est-à-dire une fois que le TR commence, de l'expertise extérieure. La Chine, la Chine a fait comme ça, le Japon a fait comme ça, et pourtant que ce soit la Chine ou le Japon, ce sont des anciennes colonies, ils ont été colonisés. La Chine a été colonisée par le Japon a été colonisé. Et ma conviction, elle est que nous devons avoir une élite politique, une élite économique qui soit au fait des enjeux du devenir du continent. Et en cela, si nous restons dans la logique où nous signons des contrats et nous ne nous intéressons que sur le produit fini qui nous est donné, et parfois même sans que la garantie de la qualité y soit, je pense que nous serons malheureusement dans la situation où l'Afrique sera certes le centre du monde, mais ce seront toujours les autres qui viendront tirer les marrons du feu. Le temps que nous est imparti est terminé, Waljojo Ndiaye. Merci infiniment à Waljojo Ndiaye qui est juriste et responsable de la plateforme de la société civile Suñu Élection. Merci à Abdoulaye Diallo qui est directeur de l'Harmattan, en même temps enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop Dakar au département d'histoire. À la technique, Aliou Diassé qui gère le son. Caméra, Séné Diallo et Augustin Mandang. Micro, Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.